Michel-Édouard Leclerc. Est-ce que vous diriez que la question de l'influence a évolué ces dernières années? Et qu'est-ce que, selon vous, votre regard chez Twitter, qu'est-ce que cela veut dire pour les dirigeants d'entreprise? Alors nous, chez les réseaux sociaux classiques, on a vu les choses évoluer d'une manière extrêmement rapide ces derniers temps, sachant que la vocation de Twitter est d'être une plateforme au service de la conversation publique. Donc une fois qu'on comprend ça, on ne peut plus considérer Twitter comme un réseau d'influence sur lequel on vient juste délivrer ses messages. On l'a vu, nous, la présence des patrons sur Twitter n'est pas ancienne. On se demandait à l'époque ce qu'ils y faisaient d'ailleurs. Je dis, ils se prennent pour un politique. Et en fait, on s'est dit, on a vu à ce moment-là émerger toute une génération de patrons, et ça aura le coup d'en reparler un peu tout à l'heure, cette génération de patrons hyper engagés, très modernes, et qui a commencé à utiliser Twitter à la fois comme un outil de communication classique, un peu porté par les DIRCOM de l'époque, qui vraiment ont mis le pied à l'étrier, soit ont juste leur ont dit de se laisser aller à leurs envies. Et puis après, on a vu, donc, d'un outil de communication majeur pour ces patrons, Twitter est devenu un outil de protection majeur des entreprises et de leur réputation. C'est ce qu'on appelait, nous, à l'époque, la barrière de Corinne qui vient protéger l'édifice de communication des marques et des entreprises. Certains, aujourd'hui, en auraient bien besoin. Je ne pense pas qu'aux retailers du Nord. Je pense à d'autres entreprises qui sont aujourd'hui pris dans des tempêtes de communication sans aucun moyen de pouvoir se protéger, réagir, faire réagir les autres à leurs engagements. Donc, on arrive. Il faut préparer le terrain en amont. Oui, il y a un peu de travail. Il y a un peu de travail, ça ne se décrète pas du jour au lendemain, la présence sur des plateformes comme les nôtres. Et au fait, aujourd'hui, le sujet, il n'est même plus aujourd'hui dans le fait de savoir si nos plateformes sont, oui ou non, des éléments de la stratégie de communication des entreprises. On a vraiment le sentiment que ça va un peu au-delà de ça et que nous, on a l'impression de faire partie de la stratégie de l'entreprise à part entière maintenant. Et c'est la manière dont on travaille, nous, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que de la communication des dirigeants qui est extrêmement importante, engagée, la présence des COMEX, la présence des activités corporate. Je rappelle que Total a fait plus d'1 million de viewers sur ses résultats annuels sur Twitter en live, c'est quand même pas rien. Jusqu'à après des communications de service client, des communications de branding, des communications engagées, et que ça appelle aujourd'hui un nouvel usage des plateformes, qui est à la fois un usage, effectivement, qui n'est plus un usage de communication, mais un usage d'écoute et d'intégration de la totalité de ce qui se passe sur nos plateformes, dans la totalité des mix des entreprises et dans la totalité de l'influence de la stratégie générale de l'entreprise. Et je dis ça hyper humblement, mais c'est une réalité. Et puis la deuxième chose qui est aussi extrêmement importante, c'est de voir la manière dont, au-delà des comportements des dirigeants d'entreprise sur nos plateformes, Twitter devient une manière pour l'entreprise de sortir de son éprouvette. Et là-dessus, c'est vraiment une nouvelle vision de l'entreprise hors les murs que permet aujourd'hui le réseau social. Comment est-ce que, on voyait tout à l'heure Emmanuel Faber, comment est-ce qu'aujourd'hui, sur une même plateforme, il est capable d'interagir avec Christian Lambert de la FNSEA? Comment est-ce qu'il était capable d'interagir avec Michel-Édouard Leclerc et parfois de manière assez violente? Comment est-ce qu'il est capable d'interagir avec les gens qui sont préoccupés, les associations autour des problématiques environnementales? Et tout ça se passe aujourd'hui dans la nécessité de l'entreprise d'être au sein du forum, au sein de ce que leur permet aujourd'hui le réseau social de discussion et de conversation. L'entreprise, elle est au milieu de la cité et elle a des comptes à rendre à la cité, les engagements à prendre à la cité. Et quand je vous parlais d'un impact bien plus grand que la stratégie de communication ou que la stratégie d'influence ou que la stratégie de protection et de défense de l'entreprise, aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus large et donne plutôt envie de parler, le mot est à la mode, mais de méta-influence, on en est là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un concept beaucoup plus large aujourd'hui, même si on est des plateformes sociales classiques. Justement, ça c'est pour la vision, mais comment est-ce que ça se traduit concrètement dans les usages? Quelle est la spécificité finalement de Twitter en matière d'influence aujourd'hui? Est-ce que vous avez cité quelques exemples, vous avez des choses que vous avez remarquées sur votre plateforme où vous avez dit ça c'est la bonne direction? Alors, on a vu les premiers patrons qui tweetent il y a 5-6 ans, ils étaient formidables. Moi, honnêtement, je voyais les patrons français et leur attitude sur les plateformes, même par rapport aux patrons américains, je les trouvais courageux, je les trouvais audacieux, beaucoup faisaient tout seuls. C'était à l'époque, effectivement, l'arrivée de Patrick Pouyanné, Stéphane Richard qui était là depuis longtemps,
il y avait Bompard, enfin, ils étaient toutes vraiment une quantité. À l'époque, on avait quasiment un patron sur 2 du CAC 40 qui tweetait. Aujourd'hui, c'est une proportion qui est encore plus importante. Et ils tweetaient pour la plupart tout seuls. Et ils avaient un engagement qui était personnel. Et c'est un engagement sur lequel on pouvait voir effectivement Augustin de Romanet qui témoignait non seulement sur les progrès qu'il faisait faire à l'aéroport de Paris, mais aussi sa passion pour la littérature et la philosophie du XIXe siècle. Et qu'on concevait à ce moment-là Twitter comme un outil sur lequel on incarnait l'entreprise, ses valeurs, un peu toutes les facettes du dirigeant, et parce qu'il était appelé à jouer un rôle justement au sein de la société beaucoup plus large que celui auquel on l'avait jusqu'à présent un peu cantonné. Hein. C'est vraiment ce dont on parle, c'est l'entreprise hors les murs. La vocation de Twitter par rapport à toutes les autres plateformes, c'est celle d'écouter, une plateforme d'écoute. Aujourd'hui, les conversations, c'est ce qui va nous intéresser sur Twitter. C'est un pouls, c'est plus de 500 millions de tweets qui sont écrits chaque jour dans le monde et qui sont, on va dire, GDPR compliant parce que c'est des tweets publics, donc on peut écouter ce qui se passe, et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, Stéphane Richard est encore un très très bon exemple français, c'est quelqu'un qui était capable d'écouter aussi bien dans son entreprise qu'à l'extérieur, et tout ça, ça donne lieu à une nouvelle vision de la manière dont on dirige, et une nouvelle vision de la manière dont les entreprises doivent, encore une fois, être au sein de la cité. Vous me disiez en préparant cette interview, on a réussi à mettre sur Twitter des entreprises qui étaient immétables sur Twitter, parce que sujet plus sensible aux crises, comme des entreprises du nucléaire, des grandes enseignes de fast-food. Comment est-ce que vous avez réussi quelque part à les convaincre que communiquer sur Twitter, ce n'était pas dangereux pour leur image? Alors nous, au début, il s'agissait de leur expliquer quels étaient les outils finalement qui étaient faits pour les protéger. C'est-à-dire qu'on a mis en place tout un tas de systèmes sur Twitter pour faire en sorte que la conversation, et c'est vrai pour les chefs d'entreprise, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour nos utilisateurs. On part du principe que nos utilisateurs aujourd'hui, pour pouvoir s'exprimer librement, doivent pouvoir le faire dans des conditions sereines. Et on a investi beaucoup d'argent pour faire en sorte, et ça se voit pas et on communique pas encore très bien là-dessus, mais il y a 5 ans, les tweets en anomalie, c'est-à-dire ceux qui respectaient pas nos règles, ceux qui étaient en dehors des clous, il fallait les signaler, ces signalements étaient traités, et forcément il y avait un temps de latence qui était un peu fort. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, 65% des tweets en anomalie sur la plateforme sont traités automatiquement par la machine avant même que la victime en ait connaissance. Vous vous rendez compte des progrès, 65%. Il reste encore 35%, et ce travail, il faut qu'on le fasse, et il faut qu'on fasse de mieux en mieux, et là-dessus on a beaucoup d'humilité. Mais il a fallu expliquer aux chefs d'entreprise qu'effectivement, il y avait un certain nombre de moyens pour se protéger. Et après, il a fallu leur expliquer que être sur Twitter, c'était sans doute générateur de risques et d'angoisse, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ne pas y être, c'est encore plus angoissant et encore plus compliqué en cas de crise, mais pas seulement. En cas de crise, mais pas seulement. Alors, vous l'avez dit, vous avez une belle vue sur beaucoup d'insights par rapport à toutes les datas que vous récoltez. Je ne vais pas vous demander d'être Madame Irma, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir des entreprises et des dirigeants qui communiquent via les réseaux sociaux? Il y a beaucoup de patrons qui sont présents sur Twitter qui m'ont inspiré. Je veux juste prendre 2 secondes pour rendre hommage à Laurent Vimon, qui est un des patrons qui a vraiment changé les comportements et libéré les comportements des chefs d'entreprise sur Twitter. Il nous a quittés la semaine dernière et j'en suis vraiment extrêmement malheureux. Un des patrons qui lui aussi a changé profondément l'influence et la présence des patrons sur Twitter, c'est quelqu'un qui s'appelle Pascal Demurger, qui est le patron de Maïf. Et il a écrit un bouquin il y a 2 ans et demi maintenant qui s'appelait « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera pas », quelque chose comme ça. Et en fait, c'est toujours très compliqué de faire les parallèles entre l'entreprise et le politique, même si ces dernières années, on a vu, notamment à travers la crise du Covid, l'entreprise jouer un rôle fondamental de réponse aux politiques en cas de crise et même de substitution parfois. Dominique Schelcher, c'est un exemple sur la manière dont un distributeur s'est mis en action, et il n'est pas le seul, enfin, il y en a beaucoup d'autres, et Michel-Édouard Leclerc, qui était là tout à l'heure, l'a également prouvé. Moi, il y a quelque chose qui va me fasciner dans les années à venir, c'est qu'effectivement, on voit que finalement, la frontière entre l'entreprise et le politique va devenir de plus en plus
plus en plus intéressantes à regarder. Je m'interroge juste sur, effectivement, quand on va regarder l'influence dans quelques années, est-ce qu'on aura un paysage de l'influence comme on a un paysage politique? C'est-à-dire est-ce qu'on aura, si on doit caricaturer avec nos lunettes d'aujourd'hui, est-ce qu'on aura des entreprises libérales, des entreprises qui le seront moins, des entreprises sociales, des entreprises qui le seront moins, à travers justement leur vision et celles qu'elles accepteront de partager sur nos plateformes, et du mouvement qu'elles opéreront. La manière dont Faber a partagé, s'est engagé One Planet One Health sur Twitter, ça disait quelque chose de son entreprise, et je suis très excité à l'idée de voir dans 2-3 ans comment est-ce qu'on aura finalement un paysage de la volonté des entreprises d'être influentes dans leur environnement, avec des partis pris qui seront liés à la personnalité des dirigeants d'entreprise, à la personnalité et aux attentes de leurs actionnaires. On voit effectivement aujourd'hui des institutions comme BlackRock et comme KKR demander finalement à leurs investissements de se positionner dans ce paysage qui ressemble pour beaucoup à un paysage politique. Voilà, tout ça sont des influences demain qui seront à mieux comprendre, et avec des nouveaux métiers qui vont devoir émerger. Et il faudra qu'on comprenne la manière dont fonctionne cette influence-là. Eh bien, on va essayer de suivre ça. Merci beaucoup, Damien Vial, d'être venu partager notre expertise ce matin.